Dans les vastes étendues du passé, les dinosaures ont longtemps été des énigmes enveloppées dans le mystère. Leur découverte et l'étude systématique de leurs fossiles ont marqué la naissance d'une discipline fascinante, la paléontologie des dinosaures. Pour comprendre pleinement les enjeux contemporains de cette science, il est essentiel de plonger dans son émergence historique, dans le contexte intellectuel et scientifique qui a permis son développement, et d'appréhender les défis auxquels elle est encore confrontée aujourd'hui. Au début du XIXe siècle, la connaissance du monde vivant du passé était fragmentaire et souvent teintée de mythologie. Les fossiles, longtemps considérés comme de simples pierres étranges ou des curiosités sans explication satisfaisante, ne suscitaient pas encore un véritable questionnement scientifique. Pourtant, quelques pionniers animés par la curiosité commencèrent à percevoir en eux les témoignages d'un monde révolu. Parmi eux, William Buckland, géologue et théologien britannique, fut l'un des premiers à décrire formellement un fossile de dinosaure en 1824, celui d'un mégalosaurus, apportant les premières preuves tangibles que des reptiles géants avaient autrefois foulé la Terre. Néanmoins, c'est l'événement majeur communément appelé la guerre des os qui propulsa la paléontologie des dinosaures sous les projecteurs. Ce conflit scientifique et parfois même médiatique opposa dans les années 1870 deux chercheurs américains, Edward Drinker Cope et Othniel Charles Marsh. Dans leur course effrénée à la découverte, ils mirent au jour des milliers de fossiles, souvent de manière chaotique, mais ils contribuèrent surtout à révéler la diversité et la complexité de ces créatures préhistoriques. Leur lutte alla au-delà de la simple compétition personnelle. Elle exposa également les limites des méthodologies de l'époque et le besoin de systématisation dans la collecte et l'analyse des fossiles. En Europe également, des travaux remarquables furent menés, notamment par Richard Owen, qui, en 1842, donna la première définition scientifique au terme dinosauria, désignant un groupe de reptiles éteints, possédant des caractéristiques anatomiques spécifiques. Cette formalisation posa les bases taxonomiques nécessaires pour organiser les découvertes et ouvrir la voie à une compréhension plus structurée. Cependant, au-delà de la collecte des fossiles et de la description morphologique, un autre grand défi s'imposait. Comprendre la vie de ces animaux, leur écologie, leur comportement, leur mode de reproduction, ou encore les causes de leur disparition. Pour répondre à ces questions, la paléontologie des dinosaures s'est rapidement révélée une discipline multidisciplinaire, convoquant les compétences de la géologie, de la biologie évolutive, de la chimie, mais aussi, plus récemment, de la physique et de l'informatique. Le contexte historique de cette émergence est donc marqué par une évolution progressive, de la simple curiosité d'une collection d'os fossilisés à une science rigoureuse et intégrée. Ce long processus fut jalonné par des découvertes majeures, mais aussi par des controverses, des erreurs d'interprétation et parfois des biais intellectuels. Les débats sur la nature endothermique ou ectothermique des dinosaures, leur posture plus ou moins inclinée, ou encore leur relation avec les oiseaux actuels, sont autant d'exemples des questions qui ont animé et parfois divisé la communauté scientifique. Aujourd'hui, les enjeux de la paléontologie des dinosaures dépassent largement la simple reconstitution du passé. Ils touchent à l'interprétation de l'histoire, de la vie sur Terre, à la compréhension des grandes crises biologiques, à l'évolution des écosystèmes, et même à des problématiques plus larges comme la biodiversité ou le changement climatique. L'étude des dinosaures renseigne sur des mécanismes évolutifs fondamentaux, tels que l'adaptation, l'extinction ou la radiation évolutive, offrant ainsi
un miroir sur notre propre époque. Mais les défis contemporains restent nombreux. Le registre fossile, loin d'être complet, laisse encore de larges zones d'ombre sur la diversité réelle des dinosaures, sur leur comportement précis et sur les modalités exactes de leur extinction. Par ailleurs, des avancées technologiques récentes, notamment en imagerie numérique, en analyse isotopique, en histologie ou en modélisation 3D, permettent désormais de comprendre des aspects plus subtils de leur biologie, mais posent aussi la question de l'interprétation des données et de leurs limites. De surcroît, la paléontologie des dinosaures suscite une fascination populaire qui ne cesse de croître, alimentée par des films, des musées et des ouvrages de vulgarisation. Ce succès impose aux chercheurs une certaine rigueur dans la diffusion de leurs connaissances pour éviter les simplifications excessives ou les idées reçues. En effet, au carrefour entre science, culture et imaginaire, la discipline doit sans cesse réconcilier expertise scientifique et accessibilité. Ainsi, la paléontologie des dinosaures est née d'un long cheminement historique, d'une quête passionnée de comprendre un passé lointain et spectaculaire. Elle s'est construite à partir d'observations détaillées, mais aussi de débats intenses et d'un brassage de savoirs pluridisciplinaires. Aujourd'hui encore, elle évolue dans un contexte où les découvertes et les technologies renouvelées permettent d'approfondir notre connaissance tout en révélant de nouveaux mystères. Dans les prochains chapitres, nous plongerons plus en détail dans ces grandes énigmes non résolues et les lacunes du registre fossile qui freinent notre compréhension complète de ces fascinants dinosaures. Nous explorerons aussi comment les indices qu'ils nous ont laissés, même fragmentaires, ouvrent des fenêtres inédites sur leur vie, leur environnement et les raisons complexes de leur disparition. Cette aventure du savoir s'inscrit dans une démarche scientifique toujours en mouvement, guidée par l'émerveillement et la recherche de vérité, invitant chacun à un voyage dans le temps long, où science et rêve se mêlent avec poésie. Après avoir exploré le contexte historique qui a vu naître la paléontologie des dinosaures, il est maintenant temps d'aborder les grandes énigmes qui continuent de fasciner et de défier les scientifiques aujourd'hui. Malgré plus de 2 siècles de recherche, de découvertes spectaculaires et d'avancées technologiques, une multitude de questions restent ouvertes. Ces mystères concernent non seulement la biologie et le comportement des dinosaures, mais aussi leur évolution, leur écologie et les circonstances exactes de leur disparition. L'une des premières grandes énigmes réside dans la diversité réelle et complète des dinosaures. Le registre fossile, bien que riche, est forcément incomplet et biaisé par les conditions naturelles nécessaires à la fossilisation. De ce fait, il est probable que de nombreuses espèces, peut-être même des groupes entiers, nous échappent encore. Certains chercheurs estiment que la variété des dinosaures connus ne représente qu'une fraction de ce qui a réellement existé, ce qui limite la compréhension globale de leur écologie et de leur évolution. Un autre mystère fondamental réside dans la physiologie des dinosaures, notamment leur thermorégulation. Longtemps perçus comme de gigantesques reptiles à sang froid, des études plus récentes ont mis en lumière de nombreuses caractéristiques suggérant des formes d'endothermie, c'est-à-dire la production interne de chaleur corporelle. Cette question est cruciale, car elle influence la manière dont les dinosaures interagissaient avec leur environnement, leurs régimes alimentaires, leur activité quotidienne et même leur capacité à coloniser divers habitats. Pourtant, le débat reste ouvert, certains groupes semblant plus chauds que d'autres, et les preuves indirectes ne permettent pas encore de trancher définitivement. Un autre axe d'interrogation concerne le comportement des dinosaures, domaine où les données fossiles sont particulièrement fragmentaires. Comment les dinosaures interagissaient-ils entre eux?
Étaient-ils grégaires ou plutôt solitaires? La question de la parentalité demeure elle aussi très débattue. Certains fossiles de nids et d'œufs ont apporté des indices sur des soins parentaux, mais il est difficile de généraliser ces comportements à l'ensemble des espèces. Les vocalisations ou autres modes de communication n'offrent pas de traces directes, ce qui complique encore l'image que nous pouvons avoir de leur vie sociale. Le passage de certains dinosaures vers le vol est une autre énigme déterminante qui continue à susciter de vifs débats. Les dinosaures à plumes, notamment ceux apparentés aux oiseaux, rappellent que le vol est une innovation majeure dans l'histoire évolutive. Mais les origines exactes de cette capacité, ces étapes intermédiaires, ces fonctions initiales, ne sont pas complètement comprises. Le débat sur l'existence de pontes évolutives entre des dinosaures terrestres et les premiers oiseaux reste vif, nourri par des découvertes récentes, mais souvent difficiles à interpréter. L'énigme la plus célèbre, sans doute la plus dramatique, concerne les causes précises de l'extinction massive qui a mis fin au règne des dinosaures il y a environ 66 millions d'années, à la limite Crétacé-Paléogène. L'impact d'un astéroïde géant dans la région de l'actuelle péninsule du Yucatan est aujourd'hui largement reconnu comme un facteur clé. Cependant, d'autres éléments, tels que l'intense volcanisme des trappes du Décan en Inde, les changements climatiques globaux ou encore des modifications des écosystèmes perturbés par ces phénomènes, sont aussi étudiés en détail. Le rôle exact et la complexité de ces causes multiples restent sujets à des recherches approfondies, car comprendre cette extinction dépasse la paléontologie seule et touche à des questions environnementales d'envergure planétaire. Enfin, les relations évolutives des différentes familles de dinosaures posent parfois des questions épineuses. Les découvertes successives conduisent à une taxonomie complexe et mouvante, où certaines espèces peuvent être synonymes, ou, au contraire, où des groupes autrefois considérés comme distincts pourraient s'avérer apparentés. Cette incertitude taxonomique reflète, entre autres, les difficultés à interpréter des fossiles incomplets et fragmentaires, combinées à la nécessité de méthodes rigoureuses pour reconstruire les arbres phylogénétiques. Ces grandes énigmes sont autant d'invitations permanentes au travail scientifique, stimulant l'innovation méthodologique et la collaboration entre disciplines. Elles rappellent à quel point notre compréhension des dinosaures, malgré les avancées spectaculaires, demeure incomplète et en évolution constante. Chaque nouvelle découverte, chaque technique mise au point, permet d'éclaircir un peu plus l'ombre de ces fascinants reptiles disparus, tout en ouvrant encore d'autres questions. Ainsi, le monde des dinosaures est une source intarissable de mystères qui dépasse la seule reconstitution du passé. Leur étude nous pousse à interroger les mécanismes profonds de la vie, de l'évolution et de la dynamique des écosystèmes sur des temps géologiques immenses. Cette quête perpétuelle entre le connu et l'inconnu, entre faits avérés et hypothèses audacieuses, donne toute sa richesse et son urgence à la paléontologie moderne, où science et imagination marchent main dans la main. Après avoir évoqué les grandes énigmes non résolues qui continuent de stimuler la recherche en paléontologie des dinosaures, il est essentiel de se pencher sur le fondement même de cette discipline, le registre fossile. Ce registre constitue la mémoire matérielle du passé, l'ensemble des empreintes, ossements, traces et autres vestiges conservés au fil des millions d'années. Pourtant, il est bien plus qu'un simple catalogue. Son étude révèle à la fois la richesse et les limites de ce que nous savons des dinosaures, tout en soulignant de manière frappante les disparités géographiques dans la découverte et la conservation de ces précieux témoins. Le registre fossile des dinosaures s'étend sur une période qui couvre près de 180 millions d'années, du Trias supérieur au Crétacé terminal,
soit l'essentiel de l'ère mésozoïque. Il inclut des vestiges allant des os isolés au squelette quasi complet, en passant par des empreintes de pas, des œufs fossilés, et même parfois des traces de peau ou de plumes. Cette diversité de fossiles offre une fenêtre unique sur la morphologie, la biologie et parfois même sur certains comportements des dinosaures. Cependant, ce registre n'est en aucun cas homogène. L'enregistrement des fossiles dépend de conditions géologiques, climatiques et biologiques particulières. Ainsi, ce que nous retrouvons aujourd'hui est toujours un échantillon biaisé, freiné par les conditions propres à la fossilisation. Par exemple, les environnements marins, célèbres pour la conservation des squelettes de créatures aquatiques, sont bien mieux représentés que certains milieux terrestres humides où les eaux peuvent se dégrader rapidement. Or, les dinosaures étant essentiellement terrestres, cela ajoute une difficulté supplémentaire à leur étude. Une autre raison majeure de cette disparité réside dans les différences géographiques. Le fossile est le fruit d'un hasard historique, celui des conditions particulières favorables à sa conservation dans certaines régions. Des formations rocheuses et sédimentaires bien exposées, comme celle du Montana aux États-Unis, des plaines de Mongolie ou du nord de la Chine, ont révélé des dizaines, voire des centaines de nouveaux dinosaures, tandis que d'autres parties du globe, notamment de nombreux pays situés en zone tropicale ou néotropicale, souffrent d'un manque chronique de sites accessibles ou préservés, ainsi que d'une faible exploration scientifique. Cette disparité est aussi amplifiée par des causes humaines et historiques. Certaines régions ont bénéficié de campagnes de recherches intenses, parfois depuis plus d'un siècle, et d'investissements conséquents. D'autres, en raison de conflits, de conditions économiques ou politiques, n'ont pu développer une paléontologie active que récemment, voire pas du tout. Ce déséquilibre crée des biais importants dans la connaissance globale des dinosaures, certains groupes pouvant être surreprésentés alors que d'autres restent presque inconnus. Par ailleurs, la nature même du terrain géologique est une contrainte supplémentaire. Les terrains sédimentaires du Mésozoïque, affleurant en surface, sont par nature limités, et lorsque la végétation dense recouvre ces formations, les possibilités d'exploration deviennent très réduites. En ce sens, les avancées technologiques comme l'imagerie satellite ou les drones offrent aujourd'hui de nouvelles opportunités pour identifier des sites potentiels dans des zones jusque-là inaccessibles. Au-delà de la quantité des fossiles, c'est aussi la qualité et le type de fossilisation qui varient grandement. Certains squelettes sont retrouvés en position anatomique, ce qui permet une étude précise de l'anatomie. D'autres ne sont conservés que sous forme de fragments dispersés, ou même simplement d'empreintes fossiles, témoignages indirects, mais précieux, des déplacements et des interactions de ces animaux avec leur environnement. Les fossiles rares de tissus mous, de plumes ou de coloration pigmentaire sont encore moins fréquents et souvent cantonnés à quelques sites particuliers, bénéficiant de conditions de fossilisation exceptionnelles. Un dernier aspect, souvent méconnu, est la dimension temporelle du registre fossile. Certaines périodes de l'ère mésozoïque sont bien documentées, avec une abondance de sites sédimentaires, tandis que d'autres, intervalles, sont particulièrement pauvres en fossiles. Ces lacunes temporelles représentent des fenêtres aveugles dans notre compréhension des évolutions et des dynamiques des populations de dinosaures. Ainsi, dresser un portrait général du registre fossile des dinosaures ne revient pas seulement à compter les fossiles ou les sites découverts, mais à comprendre la complexité des phénomènes naturels et humains qui ont permis ou limité leur conservation et leur découverte. Connaître ces disparités géographiques et temporelles est crucial pour situer les découvertes dans un contexte global et pour guider les futures explorations. Cette analyse jette aussi une lumière sur les défis à venir
pour la paléontologie. Comment corriger ces biais et lacunes? Comment mieux prospecter dans les régions sous-explorées? Quelles méthodes nouvelles appliquer pour extraire davantage d'informations de fossiles fragmentaires? Ces questions sont au cœur des travaux actuels et futurs. Dans la suite de cette exploration, nous approfondirons les raisons pour lesquelles de nombreux fossiles manquent encore à l'appel et comment les biais de conservation ou d'exploration modèlent de notre vision des dinosaures. Cette compréhension est indispensable pour appréhender la paléontologie comme une science vivante, en constante évolution, portée par la quête incessante de reconstituer un passé éclipsé, mais jamais totalement perdu. Nous abordons à présent un aspect fondamental et souvent méconnu de la paléontologie des dinosaures. Pourquoi une grande partie des fossiles de ces créatures légendaires nous échappent-elles encore? Pourquoi de nombreux vestiges qui auraient pu enrichir notre connaissance restent absents du registre fossile? Pour répondre à ces questions, il est indispensable d'examiner les mécanismes profonds responsables de ces manques, regroupés sous les notions de biais de conservation et de biais d'exploration. Le premier de ces biais, celui de conservation, naît des conditions extrêmement particulières que requiert la fossilisation. La fossilisation n'est pas une simple question d'enfouissement, mais un processus chimique et physique délicat, dépendant d'une rapidité d'ensevelissement, d'un environnement peu oxygéné et de la composition même des tissus. Les os, contrairement aux tissus mous, ont plus de chances de se fossiliser, mais même ces derniers se conservent rarement, sauf dans des cas très exceptionnels comme certaines ambres ou fossiles à tissus mous. Ainsi, une part importante des organismes vivants, en particulier ceux au squelette fragile ou dont le corps se décompose vite dans l'environnement, ne laissent aucune trace sur des millions d'années. En ce qui concerne les dinosaures, cette règle se double de leur mode de vie essentiellement terrestre. Les environnements propices à la fossilisation sont souvent aquatiques ou alluviaux, où les sédiments peuvent se déposer rapidement et couvrir un cadavre. Par conséquent, un animal mort dans une forêt dense, sur un relief où l'érosion est rapide, a peu de chances de laisser un fossile. De plus, les phénomènes géologiques ultérieurs, plissement, érosion, magmatisme, peuvent détruire des formations fossilifères entières ou rendre leur étude très difficile. Un deuxième facteur de biais est lié à la taille et à la robustesse des ossements. Les plus grands dinosaures, avec leurs os massifs, ont davantage de chances d'être conservés que les petits. Cela crée un déséquilibre dans les archives fossiles, faussant notre vision quantitative et qualitative de la biodiversité passée. Certaines espèces minuscules, ou aux os fragiles, sont donc très probablement sous-représentées, voire absentes du registre. Passons ensuite au biais d'exploration, également crucial. Ce biais relève des limites humaines, géographiques et historiques dans la collecte des fossiles. En effet, les sites de fouilles ne sont pas répartis uniformément à travers le globe. Certaines régions, pour diverses raisons, politiques, économiques, climatiques ou encore accès géographique difficile, restent inexplorées ou très peu étudiées, tandis que d'autres font l'objet d'une attention intensive. De plus, la paléontologie a longtemps été concentrée dans des pays occidentaux, où la tradition et les moyens pour mener des recherches étaient plus développés. Cette concentration a conduit à une accumulation de données dans certaines régions, comme l'Amérique du Nord, le nord de la Chine ou la Mongolie, tandis que l'Afrique, l'Amérique du Sud ou certaines parties de l'Asie restent moins bien documentées, malgré des découvertes prometteuses. Par ailleurs, même lorsque des fossiles sont présents sur un territoire, la nature du terrain peut compliquer leur détection. Les fossiles peuvent être profondément enfouis, dans des zones de forte végétation ou dans des formations rocheuses particulièrement dures. La prospection traditionnelle de surface ou les fouilles manuelles exigent un travail minutieux et coûteux,
ce qui limite la capacité d'exploration à grande échelle. Autre facteur d'influence, la méthode scientifique elle-même. Avant que certaines pratiques ne soient normalisées, la collecte de fossiles pouvait manquer de rigueur, entraînant une perte d'informations contextuelles précieuses, comme la position stratigraphique précise ou de détails sur l'environnement qui entourait ces animaux. Cela a parfois conduit à des interprétations erronées ou fragmentaires, renforçant le sentiment d'un registre incomplet. Enfin, il faut aussi considérer le rôle des aléas et du hasard dans cette quête des fossiles. La découverte de nouveaux spécimens n'est jamais garantie, même dans des régions bien prospectées. Des découvertes majeures peuvent parfois être le fruit de circonstances fortuites, d'incidents ou de trouvailles inattendues, soulignant la fragilité et la précarité de notre accès à cette mémoire fossile. En synthèse, le temps, la nature et l'histoire conjuguent leur action pour n'offrir qu'un aperçu partiel du monde des dinosaures. Les biais de conservation filtrent les vestiges selon des critères biologiques et géologiques, tandis que les biais d'exploration, liés à notre propre capacité à chercher, influencent le panorama des fossiles dont nous disposons aujourd'hui. Connaître et reconnaître ces biais n'est toutefois pas une fatalité, mais une étape essentielle dans la démarche paléontologique, car elle invite à la prudence dans l'interprétation des données et pousse à développer des méthodes innovantes pour compenser les lacunes. Qu'il s'agisse d'approches statistiques, de prospection via des technologies avancées, comme la télédétection ou l'imagerie géophysique, ou encore de collaborations internationales élargies, la communauté scientifique explore activement des voies pour élargir et affiner notre compréhension du passé. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons les fameuses zones obscures du registre fossile, ces périodes et lieux géographiques où les données manquent particulièrement, contribuant ainsi à ce panorama inachevé de l'histoire des dinosaures. Mais avant cela, il était indispensable de saisir ces mécanismes profonds qui expliquent pourquoi tant de fossiles manquent encore à l'appel. Poursuivant notre exploration des limites du registre fossile, intéressons-nous maintenant aux fameuses zones obscures. Ces périodes et ces régions géographiques où l'on observe une sous-représentation notable, voire une quasi-absence, des archives fossiles des dinosaures. Ces lacunes sont autant de vides dans notre connaissance, qui compliquent la reconstitution précise de l'histoire évolutive et écologique de ces créatures extraordinaires. Le concept de zones obscures fait référence à ces intervalles temporels et à ces régions où les fossiles datés du Mésozoïque sont particulièrement rares ou absents. Plusieurs facteurs naturellement combinés expliquent ces manques, mais leur impact sur la compréhension des dynamiques des dinosaures est considérable. D'abord, certaines périodes géologiques présentent intrinsèquement moins de sédiments conservés, ce qui limite naturellement notre capacité à retrouver des fossiles datant de ces époques. Par exemple, les archives fossiles sont très riches pour le Jurassique moyen et supérieur, ou encore pour le Crétacé supérieur, avec de nombreux sites exploités à travers le monde. En revanche, le Trias supérieur, période charnière où les premiers dinosaures apparaissent, est beaucoup plus pauvre en fossiles de dinosaures. Cette rareté des preuves fossiles entrave la compréhension de leur émergence et diversification initiale. À l'inverse, certains événements géologiques comme des phases d'érosion intense ou le jeu des mouvements tectoniques ont détruit, parfois totalement, les formations sédimentaires qui auraient pu contenir des fossiles. Ces destructions différentielles d'archives compliquent la continuité du registre, créant des fenêtres aveugles dans notre lecture de l'histoire de la vie. Les disparités géographiques constituent un second facteur majeur. Si certains continents et régions sont fabuleusement riches en fossiles, d'autres sont immensément pauvres. L'Asie centrale et la Mongolie, par exemple, offrent des couches sédimentaires exceptionnelles, permettant la découverte de nombreux dinosaures, notamment du Crétacé, tandis qu'en Afrique subsaharienne,
les formations fossilifères mésozoïques sont rares, difficiles d'accès ou encore peu étudiées, limitant notre documentation. Il est important de souligner que ces zones obscures ne sont pas simplement une question de chance ou d'absence de fossiles, mais souvent le résultat d'un ensemble de contraintes naturelles et humaines. Les climats tropicaux humides, par exemple, favorisent l'érosion plutôt que la conservation, détruisant ainsi potentiellement des dépôts sédimentaires. La couverture végétale dense et le relief accidenté de certaines régions empêchent aussi la prospection systématique. De plus, l'histoire humaine a aussi son rôle dans la sous-représentativité de certains territoires. Des instabilités politiques, des infrastructures scientifiques limitées ou un manque de financement ne permettent pas toujours un travail de terrain approfondi et régulier. Cela crée ainsi une vision inégale du passé, centrée sur quelques hotspots d'exploration et laissant d'autres régions dans l'ombre. Ces zones obscures sont également présentes à l'échelle plus locale, dans certains bassins sédimentaires, où la qualité des roches ou le contexte géologique entravent la découverte ou l'extraction des fossiles. Par exemple, dans certaines zones où la stratigraphie est complexe, les fossiles sont enfouis trop profondément ou mêlés à des matériaux difficiles à analyser, ce qui décourage l'exploration ou complique considérablement la fouille. D'un point de vue scientifique, ces lacunes ont des répercussions notables. Elles limitent la continuité des données nécessaires pour comprendre les évolutions graduelles ou rapides des espèces, compliquent la cartographie des déplacements géographiques et la reconstitution des écosystèmes, et rendent difficile l'identification précise des périodes critiques, qu'elles soient d'expansion, de crise ou d'extinction. Pour pallier ces absences, les paléontologues développent des approches diversifiées. L'utilisation d'outils comme la datation radiométrique précise, la stratigraphie fine et les analyses comparatives entre régions plus riches et régions pauvres permettent parfois de déduire ou d'estimer ce qui manque. Par ailleurs, les avancées technologiques, notamment l'imagerie par tomographie ou le géoradar, offrent des possibilités inédites pour détecter des sites enfouis ou pour comprendre la nature des formations rocheuses, même dans les zones difficiles d'accès. Ces zones obscures soulignent aussi l'importance de la collaboration internationale. Les partenariats scientifiques entre régions développées en paléontologie et pays où les fossiles sont moins étudiés, mais potentiellement nombreux, contribuent à corriger ces biais et à élargir la connaissance globale. Enfin, au-delà de l'enjeu scientifique, ces absences créent une dimension quasiment poétique dans l'histoire des dinosaures. Elles invitent à imaginer ce que nous pourrions ne jamais découvrir. Peut-être les ancêtres d'espèces inconnues, des comportements inédits, des paysages disparus, nourrissant à la fois la rigueur scientifique et la fascination collective. Cet état incomplet et lacunaire incite à la prudence dans l'interprétation de nos données, nous enseignant que la science du passé est une quête constante où tout nouveau fossile peut profondément bouleverser notre compréhension établie. Dans la section suivante, nous approfondirons une dimension très particulière de ces difficultés. Quand les fossiles eux-mêmes peuvent mentir en raison des pièges et artefacts liés au processus complexe de fossilisation. Cette compréhension fine est cruciale pour bien appréhender le potentiel et les limites des archives fossiles dans la reconstitution des dinosaures et de leur environnement. Abordons maintenant une étape cruciale de la paléontologie des dinosaures, souvent méconnue du grand public, mais déterminante pour la fiabilité des interprétations scientifiques, les pièges et artefacts de la fossilisation. En effet, bien que les fossiles soient entre les témoins matériels les plus précieux du passé lointain, ils ne sont pas toujours des témoins fidèles et objectifs. Parfois, ils mentent, ou plutôt, ils transmettent une image déformée, incomplète, ou même trompeuse de la réalité biologique et écologique du passé.
Comprendre ces phénomènes est essentiel pour appréhender les limites et les nuances de la reconstitution paléontologique. La fossilisation est un processus complexe qui transforme les restes organiques en objets minéralisés au fil du temps. Mais elle ne se produit que sous certaines conditions précises, ce qui engendre un biais fondamental. Seuls certains éléments sont susceptibles d'être conservés, et cette conservation est souvent altérée. Par exemple, les os denses, robustes et riches en minéraux ont de meilleures chances d'être préservés que les tissus mous ou même les os fragiles ou cartilagineux. Cela signifie que nos visions du passé reposent essentiellement sur des fragments, des parties squelettiques, laissant de côté d'autres aspects cruciaux de l'anatomie ou de la physiologie, comme la musculature, la peau, les organes internes ou les comportements. Un premier piège commun provient des processus physiques et chimiques qui altèrent le fossile après l'ensevelissement, à commencer par la compression et la déformation. Sous le poids des sédiments, les os peuvent être écrasés, tordus ou même fendus, modifiant leur forme originale. Ces distorsions peuvent induire en erreur lors de la reconstruction de la posture ou de la morphologie globale de l'animal. Ces altérations géométriques doivent donc être reconnues et compensées par les spécialistes, sans quoi elles peuvent conduire à des erreurs taxonomiques ou fonctionnelles. De plus, la dissolution partielle des tissus et la minéralisation progressive peuvent parfois créer des structures secondaires qui n'existaient pas à l'origine. Par exemple, des cristallisations minérales peuvent donner l'illusion de structures anatomiques, alors qu'il s'agit seulement d'un artefact géologique. Inversement, certains détails délicats, comme des dents minuscules ou des excroissances osseuses fines, peuvent disparaître, entraînant une sous-estimation de la complexité anatomique. Un cas fascinant est celui des faux fossiles, ou pseudofossiles, des structures naturelles imitant certaines formes biologiques. Ces pièges peuvent parfois confondre les chercheurs moins expérimentés, créant des identifications erronées. La vigilance et l'usage de méthodes analytiques rigoureuses deviennent alors indispensables. Un autre aspect à considérer est la perte d'informations contextuelles. Un fossile isolé, par exemple un os ou une dent retrouvée hors de son contexte stratigraphique clair, perd une grande partie de sa valeur informative pour la compréhension de l'écologie, de la stratigraphie et même de la chronologie. De plus, des événements post-mortem, comme le transport du cadavre par l'eau, peuvent mélanger les restes issus d'espèces différentes, menant à des assemblages fossiles, composites, non représentatifs d'un organisme vivant unique. Les fossiles peuvent aussi mentir par leurs indices comportementaux, souvent fragmentaires. Par exemple, des marques sur les os, qui pourraient être interprétées comme des traces de prédation, de maladie ou de combat intraspécifiques, peuvent aussi provenir de processus abiotiques, comme l'érosion ou la circulation des fluides dans le sédiment. Distinguer ces marques nécessite une expertise minutieuse, et parfois, des débats subsistent longtemps. Dans le domaine des empreintes fossiles, une autre source d'ambiguïté apparaît. L'interprétation des pas ou des traces est souvent délicate, car la profondeur, la forme et la taille des empreintes sont influencées par la nature du substrat, les conditions environnementales et le comportement même de l'animal au moment de la trace. Une seule piste peut parfois prêter à différentes interprétations, remettant en question l'identification de l'espèce ou la reconstitution du mouvement. Toutes ces complexités signifient que la paléontologie ne peut jamais se limiter à une simple observation visuelle des fossiles. Elle nécessite un travail analytique approfondi, recourant à plusieurs disciplines. La géologie pour comprendre le contexte sédimentaire et les phénomènes postérieurs, la chimie pour analyser la composition minérale, la biologie pour interpréter la morphologie et la fonction, ou encore la physique pour étudier les déformations. L'utilisation de techniques modernes,
telles que la microtomographie au rayon X, qui permet la visualisation en 3 dimensions de l'intérieur des fossiles sans les détruire, ou la spectrométrie, qui analyse leur composition chimique, aide à distinguer les structures authentiques des artefacts. Ces approches contribuent de plus en plus à démasquer les mensonges apparents des fossiles et à extraire des informations plus fiables. En conclusion, les fossiles, bien qu'ils soient les témoins indispensables du passé des dinosaures, requièrent une lecture attentive et critique. Dans ce travail, les pièges et artefacts issus des processus de fossilisation sont autant d'obstacles à franchir pour approcher au mieux la réalité d'un monde disparu. La prise de conscience de ces limites contribue au développement d'une paléontologie rigoureuse, méthodique et multidisciplinaire, qui continue d'affiner ses outils et ses méthodes pour percer les secrets enfouis depuis des millions d'années. Nous poursuivrons dans la section suivante en abordant les premiers débats sur la paléoécologie. Comment interpréter des environnements disparus à partir des indices fragmentaires que nous fournissent les fossiles et leur contexte? Une démarche aussi complexe que fascinante. Nous entrons à présent dans une dimension particulièrement captivante de l'étude des dinosaures, la paléoécologie, c'est-à-dire l'interprétation des environnements dans lesquels ces animaux vivaient, interagissaient et évoluaient. Interpréter un environnement disparu à partir de vestiges fossiles n'est pas une tâche aisée. Dès les débuts de la paléontologie, les chercheurs ont dû confronter les indices fragmentaires offerts par la roche et les os à une multitude d'hypothèses, donnant lieu à des débats passionnés et souvent controversés. L'enjeu de la paléoécologie est double. Il s'agit à la fois de reconstituer les paysages et climats du passé et, en parallèle, de comprendre comment les dinosaures y étaient intégrés, quelles étaient leurs niches écologiques, leur mode de vie, leurs interactions avec d'autres organismes et leurs réponses aux changements environnementaux. Cette discipline est cruciale car elle dépasse la simple description anatomique pour appréhender le vivant dans son contexte global. Au cours du XIXe siècle, alors que les dinosaures n'étaient encore que des curiosités morphologiques, la notion même d'un monde disparu fut révolutionnée. Puis, avec l'accumulation des fossiles et les progrès de la géologie stratigraphique, on saisit peu à peu que les couches de roches racontaient une histoire complexe, faite d'alternance climatique, de changement du niveau des mers, d'évolution floristique et bien sûr d'extinction et radiation d'espèces. Les premiers débats portaient notamment sur la nature exacte des habitats des dinosaures. Étaient-ils exclusivement des habitants des terrains secs et arides, ou évoluaient-ils aussi dans des milieux plus humides, près des cours d'eau? Les indices fossiles montrent aujourd'hui qu'ils occupaient une large gamme d'habitats, des forêts denses aux plaines ouvertes, en passant par des zones côtières. Néanmoins, la nature précise de ces habitats, leurs fluctuations saisonnières ou encore leurs contraintes écologiques restent souvent hypothétiques. L'interprétation des traces fossiles, empreintes, nids, œufs, coprolites, excréments fossilisés, a conduit à des premiers aperçus fascinants du comportement et de l'écologie des dinosaures. Par exemple, la découverte de nids regroupés suggère des comportements sociaux ou parentaux, tandis que la variété des empreintes atteste de la diversité des locomotions et des interactions avec le sol et le milieu environnant. Pourtant, la signification précise de ces indices est constamment réévaluée, car un même type de trace peut résulter d'activités très différentes selon le contexte. Un autre champ de débat concerne la paléoclimatologie, autrement dit, les conditions climatiques régnantes quand les dinosaures vivaient. La reconstitution de la température, de l'humidité, des précipitations repose souvent sur des preuves indirectes. Analyse des sédiments, des isotopes ou présence de certains pollens fossiles qui nécessitent
des interprétations prudentes. Comprendre le climat est crucial, car il influence directement la végétation, donc les disponibilités alimentaires, et impacte la physiologie des animaux, notamment s'ils étaient à sang chaud ou froid. Les paléoécologues s'interrogent également sur les relations interspécifiques. Qui étaient les prédateurs, les proies, les compétiteurs? Comment s'organisaient ces réseaux trophiques? Ces questions sont ardues, car les relations écologiques d'aujourd'hui ne peuvent être automatiquement transposées au passé. Certaines espèces qui paraissent similaires peuvent avoir des modes de vie très différents, et la structure des écosystèmes mésozoïques était sans doute unique. Les premières théories sur ces interactions ont souvent été nourries de comparaisons avec les écosystèmes modernes, en particulier ceux des reptiles, des oiseaux et des mammifères. Mais les différences fondamentales dans l'anatomie et la biologie des dinosaures exigent une certaine prudence. Par exemple, certaines espèces avaient des modes alimentaires très spécialisés ou des stratégies de reproduction inconnues chez les vertébrés contemporains, ce qui complexifie leur placement écologique. Autre grand débat, les réponses des dinosaures aux changements environnementaux. Les archives fossiles montrent des fluctuations, des extinctions locales, des migrations potentielles, mais l'interprétation de ces phénomènes est sujette à caution. Ces questions sont au cœur des recherches actuelles, notamment face aux grands bouleversements planétaires, à l'instar des crises climatiques ou géologiques survenues durant le Mésozoïque. Au-delà de la simple description des anciens écosystèmes, les premiers débats ont ainsi ouvert la voie à une approche dynamique du passé, où les changements, adaptations et interactions sont au centre des préoccupations. Ces approches tracent aujourd'hui le cadre des études modernes, intégrant méthodes géochimiques, analyses isotopiques, modélisations informatiques et comparaisons multidisciplinaires. En conclusion, les premiers débats sur la paléoécologie des dinosaures illustrent la complexité de lire un monde disparu à travers des traces fragmentaires et souvent imparfaites. Ce travail de reconstitution demande humilité, rigueur scientifique et créativité, car chaque fossile est une pièce d'un puzzle immense, où la lumière fait parfois place à des zones d'ombre. À travers ces discussions anciennes et toujours fertiles, la paléoécologie se révèle être un des cœurs battants de la paléontologie, enrichissant notre regard sur le passé, tout en nourrissant notre imagination sur la vie d'antan. Le prochain chapitre approfondira l'étude des phénomènes migratoires chez les dinosaures, un sujet où paléoécologie et sciences analytiques croisent leurs forces pour décrypter des comportements à la fois complexes et insaisissables dans les couches du temps. Après avoir examiné les premiers débats passionnés sur la paléoécologie et la reconstitution des environnements disparus, il est temps d'aborder une question fascinante et complexe: la migration des dinosaures. Cette thématique pose un défi scientifique majeur, car elle nécessite d'interpréter des indices indirects, souvent fragmentaires, pour comprendre si, comment et pourquoi ces reptiles géants se déplaçaient sur de longues distances à travers des territoires vastes et variés. La notion même de migration pose d'emblée plusieurs interrogations. Les dinosaures effectuaient-ils de véritables migrations saisonnières, à la manière des troupeaux modernes de grands mammifères, ou simplement des déplacements plus localisés ou occasionnels liés à la recherche de nourriture, d'eau ou de zones de reproduction? La diversité des espèces et de leur mode de vie rend cette question d'autant plus complexe. Les traces fossiles constituent la première source d'informations tangibles. Parmi celles-ci, les empreintes de pas fossilisées offrent des indices sur les mouvements d'individus ou de groupes à un instant donné. Parfois, des séries de pistes échelonnées permettent de reconstituer des trajectoires, suggérant des déplacements coordonnés. Par exemple, en Amérique du Nord ou en Asie, certaines pistes suggèrent
la traversée de vastes plaines ou la colonisation de différents milieux. Toutefois, ces indices restent ponctuels et ne garantissent pas l'existence de migrations régulières ou cycliques. D'autres fossiles indirects, tels que les variations dans la distribution géographique de certaines espèces à différentes périodes géologiques, laissent entendre des déplacements plus étendus. Par exemple, la présence de taxons apparentés dans des régions éloignées soulève la possibilité de mouvements à grande échelle, soit dus à la dérive des continents, soit à l'expansion ou la contraction de zones habitables au fil du temps. Les analyses isotopiques, quant à elles, fournissent un éclairage plus récent et parfois plus précis sur les déplacements individuels. En effet, la composition isotopique des os et des dents, notamment les rapports entre certains isotopes de l'oxygène, du strontium ou du carbone, reflète les particularités géochimiques de l'environnement où vivait l'animal. Par comparaison de ces signatures dans différents os ou au fil de la formation de structures dentaires, les chercheurs peuvent détecter des variations qui suggèrent des mouvements entre zones géographiques aux caractéristiques distinctes. Ces techniques isotopiques ont permis d'identifier, chez certains dinosaures, des variations compatibles avec des migrations saisonnières. Par exemple, chez des hadrosaures, des études ont révélé des signatures isotopiques variées dans différentes parties du squelette, indiquant que ces animaux pouvaient parcourir plusieurs centaines de kilomètres au cours de leur vie. Dans certains cas, la présence d'individus jeunes dans des zones différentes de celles des adultes appuie aussi l'hypothèse d'un déplacement selon les âges, avec des zones de reproduction spécifiques. Cependant, ces interprétations ne sont pas sans controverse. Certains scientifiques soulignent que des variations isotopiques peuvent aussi être expliquées par d'autres facteurs, tels que des changements climatiques locaux, des variations dans le régime alimentaire ou des phénomènes géologiques complexes. La robustesse des données, la qualité des échantillons et la précision des modèles géochimiques influencent également les conclusions. À cela s'ajoutent les débats sur la physiologie des dinosaures. Si certains étaient endothermes, comme pourraient le laisser penser certaines études, la nécessité de migrer pour échapper à des conditions climatiques défavorables serait peut-être moindre comparée à des animaux à sang froid. De même, la taille gigantesque de certains dinosaures soulève des questions sur leur capacité physique à se déplacer sur de longues distances sans épuisement. Les données paléobotaniques et paléoclimatiques contribuent aussi à alimenter ces débats. En effet, la distribution et la saisonnalité des ressources alimentaires, la répartition des habitats favorables, ainsi que le climat fluctuant à l'échelle géologique, conditionnent forcément la mobilité des populations. Ainsi, la combinaison des données fossiles, isotopiques et paléoclimatiques fournit une vue plus intégrée, mais toujours brève et parcellaire, des dynamiques migratoires possibles. L'étude des migrations chez les dinosaures est aussi enrichie par la comparaison avec des comportements animaux actuels, notamment ceux des grands mammifères herbivores et des oiseaux migrateurs, qui, rappelons-le, sont les descendants directs de certains groupes de dinosaures. Ces analogies soutiennent certaines hypothèses, mais doivent être utilisées avec précaution, en tenant compte des différences biologiques et écologiques fondamentales. En définitive, la migration des dinosaures reste une énigme passionnante, oscillant entre preuves directes par les traces fossiles et approches indirectes via les isotopes, sans oublier les débats ouverts sur les modalités exactes de leur déplacement. Cette recherche illustre parfaitement les défis scientifiques que pose l'étude des dinosaures. Tirer des conclusions solides à partir d'indices parfois ténus, dans un univers qui nous est à jamais inaccessible. La sléduchée étape de notre voyage portera sur la parentalité chez les dinosaures, là où les nids, les œufs et d'autres indices comportementaux
viennent apporter un nouvel éclairage sur la vie intime de ces créatures disparues depuis tant de millions d'années. La parentalité chez les dinosaures constitue l'un des chapitres les plus fascinants et néanmoins les plus fragmentaires de leur histoire. À travers des découvertes de nids, d'œufs fossilisés et d'autres indices comportementaux, les paléontologues ont tenté, depuis plusieurs décennies, de percer le mystère de la reproduction et des soins parentaux chez ces créatures disparues il y a des dizaines de millions d'années. Ces témoignages sont souvent épars et incomplets, mais ils témoignent toutefois d'une complexité de comportement autrefois insoupçonnée. Les premières découvertes majeures remontent au début du XXe siècle, lorsque des sites fossilifères en Mongolie et en Chine révélèrent des accumulations d'œufs de dinosaures groupés de manière organisée, accompagnés parfois de squelettes d'adultes à proximité. Ces trouvailles ont immédiatement suscité des hypothèses sur la construction de nids, la territorialité reproductive et potentiellement des soins parentaux. Ces regroupements d'œufs en forme de nid suggèrent en effet que certains dinosaures n'entassaient pas simplement leurs œufs au hasard, mais prenaient le temps de préparer un environnement propice à l'éclosion. Parallèlement, de nombreux fossiles d'embryons ont été découverts à l'intérieur d'eux, apportant des informations précieuses sur le développement précoce des dinosaures. L'étude de ces embryons a permis d'observer des stades de croissance, des formations osseuses, voire des postures qui rappellent parfois celles des oiseaux en incubation, renforçant des liens évolutifs profonds. Mais qu'en est-il des soins parentaux après l'éclosion? Ici, les preuves sont plus ténues et fortement débattues. Dans certaines localités, des fossiles montrent des juvéniles regroupés avec des adultes, laissant penser à une certaine forme de protection ou d'assistance, semblable au comportement observé chez de nombreux oiseaux et mammifères contemporains. Cependant, il est difficile de déterminer si ces assemblages sont le résultat d'un comportement social ou simplement d'une accumulation post-mortem, due à des circonstances environnementales particulières. Différentes espèces semblent présenter des stratégies reproductives variées. Les grands sauropodes, par exemple, pourraient avoir pondu de nombreux petits œufs dispersés, sans implication notable dans l'incubation ou la protection des jeunes, à l'instar de certaines espèces modernes de reptiles. D'autres groupes, notamment les théropodes proches des oiseaux, montrent des caractéristiques suggérant des soins plus développés. Incubation possible, nidification soignée, voire alimentation probable des petits. L'analyse des embryons et des juvéniles impliqués dans ces contextes précoces a également révélé une hétérogénéité dans les rythmes de croissance. Certains dinosaures semblaient capables de croître rapidement, minimisant la période de vulnérabilité après la naissance, tandis que d'autres prenaient plus de temps, ce qui peut impliquer un engagement parental plus poussé. Par ailleurs, des traces fossiles particulières, telles que des marques sur les os indiquant des lésions guéries, suggèrent parfois des interactions sociales au sein d'un groupe, peut-être même un soutien entre individus, ce qui pourrait indirectement renseigner sur des comportements parentaux ou protecteurs. Les recherches récentes ont aussi bénéficié d'avancées technologiques permettant d'analyser la microstructure des œufs, leur composition chimique, ou encore la disposition tridimensionnelle des embryons, ouvrant un nouveau champ d'investigation sur les stratégies reproductives des dinosaures. Ces travaux combinent paléontologie, biologie du développement et même études comparatives avec les oiseaux et les reptiles modernes, renforçant la complexité et la diversité des comportements. Cependant, malgré ces progrès, de nombreuses questions persistent. Jusqu'où allaient réellement les soins parentaux? Les comportements variaient-ils beaucoup d'une espèce à l'autre? Comment ces comportements ont-ils évolué vers ceux des oiseaux actuels? La fossilisation ne laissant que des indices fragmentaires, toute reconstruction reste sujette à prudence
et à hypothèses multiples. Ainsi, la parentalité chez les dinosaures est un domaine où la science avance par petites touches, entre découvertes spectaculaires et incertitudes persistantes. Elle illustre parfaitement la nature fragmentaire des données paléontologiques, où chaque fossa, chaque nid fossilisé, est une pièce précieuse d'un puzzle immense et toujours partiellement inachevé. Dans la section suivante, nous élargirons la discussion aux hypothèses concernant les vocalisations et la communication des dinosaures. Un autre domaine chargé d'interrogations et nourri d'analogies modernes, mais également d'absence de preuves directes, enrichissant ainsi notre compréhension des comportements complexes de ces animaux disparus. La communication chez les dinosaures est un chapitre à la fois fascinant et mystérieux, car malgré l'importance majeure que cela aurait eu dans leur écologie et leur comportement, il existe très peu de preuves directes nous éclairant sur leur capacité vocale et autres modes de communication. Cette absence de traces matérielles spécifiques pousse les chercheurs à s'appuyer sur des hypothèses raisonnées, souvent orientées par des analogies avec leurs descendants directs, les oiseaux, mais aussi avec d'autres groupes de reptiles. La première difficulté vient du fait que les organes produisant les sons, tels que les cordes vocales, le syrinx chez les oiseaux ou les sacs vocaux présents chez certains reptiles, sont des tissus mous qui se fossilisent très rarement, voire quasiment jamais. De fait, aucune structure au sein du registre fossile ne nous renseigne directement sur la nature des vocalisations ou des signaux sonores que pouvaient émettre les dinosaures. Ainsi, notre compréhension repose principalement sur l'étude indirecte des structures osseuses associées à la production du son, ainsi que sur des observations comparatives et fonctionnelles. Les paléontologues examinent notamment les fossiles de crâne, en particulier les cavités nasales, les voies respiratoires, et certains os spécifiques qui, chez les oiseaux, sont impliqués dans la production de sons complexes. Par exemple, certains dinosaures théropodes possédaient des crêtes osseuses creuses, des structures ressemblant à des résonateurs naturels, qui auraient pu permettre la modulation de sons, des hypothèses similaires à celles formulées pour certains hadrosaures, qui présentaient des crêtes nasales creuses aux formes variées. Ces organes auraient pu être utilisés pour émettre des sons particuliers, peut-être dans le cadre de comportements sociaux tels que l'attraction sexuelle, la réclamation territoriale ou l'avertissement. Une autre piste explorée est celle de la communication visuelle ou tactile, qui pourrait compléter ou supplanter la communication sonore, notamment chez les espèces pour lesquelles la production vocale serait limitée. Certaines théories reposent sur l'existence de structures ostéodermiques colorées, de plumes colorées ou à motifs, suggérant l'usage de signaux visuels complexes. De plus, on sait que certains dinosaures ont pu posséder une peau ornementée ou des excroissances osseuses, capables de s'illuminer ou de changer de couleur, par des mécanismes encore non fossilisables. Les analogies avec les oiseaux, les seuls descendants vivants des dinosaures, sont particulièrement riches d'enseignements. Les oiseaux actuels communiquent grâce à une vaste gamme de vocalisations, allant des chants mélodieux aux cris d'alerte, associés à des comportements sociaux complexes. Le syrinx, organe vocal, situé à la bifurcation de la trachée, est une innovation typiquement avienne qui permet de produire une grande variété de sons. Pourtant, aucune trace fossile de syrinx n'a été retrouvée chez les dinosaures non aviens, soulignant une différence significative, probable, en matière d'émission vocale. Cependant, il est plausible que certains dinosaures utilisaient des sons simples, produits par la gorge ou par des structures osseuses pour communiquer. Le grognement, le claquement de mâchoire ou encore le hurlement pourraient faire partie des interactions sonores. En complément, le battement de queue, le frottement de parties du corps
ou encore la manipulation d'éléments végétaux sont des modes de communication plausibles dans certains contextes. Le domaine des vocalisations des dinosaures soulève également des questions sur l'évolution du langage animal, les capacités cognitives des différentes espèces et sur la pression sélective sponsorisant ces comportements. La complexité des communications auditives et visuelles peut être liée aux exigences sociales, telles que la reproduction ou la défense, et à la vie en groupe, dont on commence tout juste à entrevoir l'importance chez ces animaux. Le manque de preuves directes maintient donc ce domaine entre spéculation éclairée et recherche de nouvelles évidences. Cependant, les techniques modernes, comme la tomographie assistée par ordinateur des fossiles, la modélisation acoustique des structures buccales fossilisées, ou l'étude des zones du cerveau impliquées dans la parole chez des fossiles bien conservés, offrent un nouvel espoir pour débusquer certains indices cachés. En résumé, l'étude des vocalisations et de la communication chez les dinosaures est un champ encore largement inexploré, mais nourri par des hypothèses scientifiques solides, appuyées sur l'anatomie comparée et la biologie évolutionniste. Cette exploration mêle étroitement la rigueur de la science et la curiosité de l'imaginaire, une dualité qui caractérise magnifiquement l'étude de ces fascinants animaux disparus. Le chapitre suivant abordera un sujet fondamental, les causes potentielles de l'extinction des dinosaures, un événement spectaculaire encore source de débats entre impact météoritique, volcanisme et autres hypothèses environnementales. L'extinction des dinosaures demeure sans doute l'une des questions les plus emblématiques et débattues de la paléontologie moderne. Cette disparition massive, qui marque la fin du Crétacé il y a environ 66 millions d'années, est un phénomène complexe mêlant plusieurs causes potentielles. Les deux explications majeures qui dominent les discussions scientifiques concernent d'abord l'impact météoritique colossal, suivi par des épisodes intenses de volcanisme, ainsi que d'autres facteurs moins connus mais non négligeables. Plongeons dans cette intrigue qui rassemble géologie, chimie, paléontologie et climatologie en une enquête passionnante. L'hypothèse de l'impact météoritique s'est imposée dans les années 1980, portée par la découverte d'un cratère gigantesque enfoui sous la péninsule du Yucatan, au Mexique. Ce cratère, appelé Chicxulub, mesure environ 150 km de diamètre. Sa formation coïncide précisément avec la limite Crétacé-Paléogène, la période où l'extinction des dinosaures est datée. L'impact d'un astéroïde aussi massif aurait provoqué un choc d'une violence inimaginable, entraînant des tsunamis, d'énormes incendies et surtout une injection massive de poussière et d'aérosols dans l'atmosphère, obscurcissant le ciel pendant des mois, voire des années. Ce voile de particules en suspension aurait considérablement réduit la lumière solaire, stoppant la photosynthèse et provoquant une chute drastique des températures, un phénomène parfois appelé hiver d'impact. Ce dérèglement climatique brutal aurait conduit à un effondrement des écosystèmes terrestres et marins, affectant durablement la chaîne alimentaire et par ricochet des milliers d'espèces, y compris les dinosaures non aviens. Parallèlement à cette théorie, les données montrent également l'importance du volcanisme intense, plus précisément des éruptions massives des trappes du Décan, en Inde. Ces coulées de lave gigantesques ont duré plusieurs centaines de milliers d'années autour de la même époque, émettant d'immenses volumes de gaz sulfurés, de dioxyde de carbone et d'autres substances polluantes dans l'atmosphère. Les gaz volcaniques peuvent aussi provoquer un refroidissement climatique à court terme, suivi d'un effet de serre à plus long terme, induisant des bouleversements écosystémiques majeurs. Certains scientifiques pensent que l'association de l'impact et du volcanisme aurait combiné des effets synergiques, aggravant la gravité et la durée de la crise environnementale. Outre ces deux causes principales, plusieurs autres hypothèses complètent le tableau.
des changements du niveau des mers, favorisant la réduction des habitats côtiers et marins, pourraient avoir contribué à déstabiliser les écosystèmes. De même, des variations climatiques lentes liées à des modifications de l'orbite terrestre ou de l'activité solaire pourraient aussi avoir fragilisé certaines populations. La compétition interspécifique, les maladies ou encore les fluctuations de la biodiversité pourraient avoir affaibli la résilience écologique des dinosaures avant l'impact. Ces facteurs combinés auraient donc préparé le terrain, rendant les espèces plus vulnérables à un événement cataclysmique. Sur le plan scientifique, ces hypothèses continuent d'être testées et affinées à travers l'analyse des strates géologiques, la datation précise des couches sédimentaires, les traceurs chimiques comme l'iridium, un métal rare sur Terre mais abondant dans les astéroïdes, ainsi que l'étude des microfossiles et pollens. Ces recherches multidisciplinaires permettent de mieux cerner la chronologie fine et la progression de l'extinction. Il est intéressant de noter que certains groupes de dinosaures et d'autres espèces, comme les oiseaux descendants des théropodes, ont survécu à cette crise. Ceci soulève des questions sur les caractéristiques biologiques ou écologiques qui ont favorisé cette survie, et sur les mécanismes d'adaptation qui ont suivi au début du Paléogène. Ainsi, l'extinction des dinosaures est désormais comprise non pas comme un événement monofactoriel, mais comme un processus complexe multidimensionnel, mêlant facteurs cosmiques, géologiques, climatiques et biologiques. Cette complexité reflète la nature même de l'histoire de la vie sur Terre, où les phénomènes s'entrelacent, souvent pour façonner les destinées du vivant. Dans les prochains chapitres, nous approfondirons ces interactions complexes, notamment en examinant la concurrence, les maladies et les relations proies-prédateurs, pour mieux comprendre les dynamiques biotiques qui ont fragilisé les écosystèmes préhistoriques et influencé la trajectoire évolutive des dinosaures. Nous abordons ici une dimension essentielle pour comprendre la vie des dinosaures. Les interactions biotiques, autrement dit les relations complexes entre ces animaux et leur environnement vivant. Au sein des écosystèmes du Mésozoïque, ces interactions englobent la concurrence, les maladies, les liens prédateurs-proies et bien d'autres mécanismes qui ont façonné la dynamique des populations et contribué à leur évolution, parfois même à leur déclin. Commençons par la concurrence, un facteur fondamental dans l'équilibre des écosystèmes. Les dinosaures évoluaient dans des milieux souvent riches, mais où les ressources, alimentation, espace, territoire de reproduction restaient limitées. Cette limitation conduisait inévitablement à des luttes pour la survie. La compétition pouvait avoir lieu entre espèces similaires, partageant un même régime alimentaire. Par exemple, plusieurs espèces d'herbivores ou de carnivores pouvaient se disputer la même niche écologique, ce qui pouvait déclencher des adaptations morphologiques, comportementales et écologiques, ou bien conduire à l'exclusion locale d'une espèce par une autre. À l'échelle intraspécifique également, la compétition était intense. Les mâles pouvaient s'affronter pour l'accès aux femelles, comme le suggèrent certaines blessures retrouvées sur des fossiles, ou bien des dimorphismes sexuels observables sur les ossements. Ces luttes faisaient partie intégrante du cycle vital et structuraient les populations. Un autre aspect souvent négligé jusqu'à récemment est l'impact des maladies. Bien que les fossiles ne conservent que rarement des traces d'infection, certains os présentent des anomalies pathologiques, fractures mal cicatrisées, lésions osseuses, déformations, qui révèlent que les dinosaures étaient exposés à des affections diverses, probablement bactériennes, parasitaires ou virales. L'étude de ces pathologies ouvre des perspectives sur des vecteurs de maladies, la santé des populations et les effets à long terme sur la structure des communautés. Certaines pathologies observées sur des squelettes laissent également entrevoir la capacité de guérison de ces animaux et leurs adaptations immunitaires.
La compréhension des maladies dans le passé est un champ qui s'intensifie grâce à la paléopathologie. Elle contribue à éclairer les contraintes biologiques qui ont pu influencer la survie ou la vulnérabilité des dinosaures face aux changements environnementaux. Les interactions entre prédateurs et proies occupent une place centrale. La prédation est un moteur structurant dans la nature, favorisant la sélection naturelle et la diversification. Chez les dinosaures, les rapports prédateur-proie étaient multiples et complexes, impliquant différentes espèces avec des stratégies d'attaque et de défense variées. Les théropodes carnivores, véhicules de la pression exercée sur les herbivores, ont développé des adaptations sophistiquées, mâchoires puissantes, dents acérées, sens aiguisés. De leur côté, les herbivores se défendaient par des moyens mécaniques, armures osseuses, épines, tailles imposantes, mais aussi comportementaux, souvent en troupeau pour bénéficier d'une protection collective. Les traces fossiles fournissent parfois des indices directs de ces relations. Marques de morsures sur des ossements d'herbivores, fractures provoquées par des combats, ou encore fossiles, où les restes d'un carnivore sont trouvés à proximité immédiate de ses proies. Certains fossiles suggèrent des comportements de chasse coordonnés, tandis que d'autres indiquent la prédation opportuniste. Au-delà de ces relations directes, les interactions biotiques comprennent aussi des phénomènes de parasitisme, de mutualisme ou de compétition indirecte. Par exemple, des insectes ou autres arthropodes parasites pouvaient affecter la santé des dinosaures, tandis que certaines plantes et animaux pouvaient exercer une influence réciproque bénéfique, que celle-ci soit alimentaire ou environnementale. Toutes ces interactions sont insérées dans un contexte écologique global, où les changements climatiques, géologiques et biologiques agissaient comme des catalyseurs ou des freins. L'équilibre fragile des écosystèmes mésozoïques était constamment remodelé par ces forces, parfois au point de précipiter des crises ou des extinctions locales. Étudier ces interactions biotiques reste un défi, car les indices sont dispersés et souvent indirects. Mais les progrès dans l'analyse des sédiments, la paléobiologie moléculaire et l'imagerie médicale permettent d'éclairer peu à peu ces rapports mystérieux du passé. Ces recherches enrichissent non seulement la compréhension des dinosaures, mais aussi une réflexion plus large sur la dynamique des écosystèmes et les mécanismes de résilience et de fragilité qui traversent l'histoire du vivant. La section suivante nous amènera à explorer les controverses taxonomiques, qui traduisent elles aussi les difficultés que les chercheurs rencontrent lorsqu'ils tentent de classer et nommer les espèces dans un registre fossile fragmentaire, mouvant et souvent sujet à révision majeure. Les controverses taxonomiques représentent un autre aspect majeur, parfois méconnu du grand public, mais fondamental dans l'étude des dinosaures. Elles traduisent les difficultés auxquelles sont confrontés les paléontologues lorsqu'il s'agit de définir, nommer et classer précisément les espèces et genres découverts. Plus encore, elles reflètent la complexité des fossiles eux-mêmes, souvent fragmentaires et hétérogènes, ainsi que l'évolution perpétuelle des méthodologies et concepts taxonomiques au sein de la science. La taxonomie, en paléontologie, est l'art de définir des groupes d'organismes basés sur leurs caractéristiques morphologiques, génétiques ou autres, afin d'organiser la biodiversité passée. Cette classification est essentielle pour comprendre les relations évolutives, reconstituer les lignées et interpréter les interactions écosystémiques. Pourtant, dans le cas des dinosaures, elle se heurte à des limites récurrentes. L'un des problèmes prééminents est celui de la synonymie taxonomique. Ce terme désigne la situation où différents noms scientifiques sont attribués à ce qui, en réalité, correspond à une seule et même espèce ou genre. Ce phénomène est courant en paléontologie, en grande partie parce que les premiers fossiles découverts étaient souvent incomplets ou isolés, et que les descriptions initiales
se fondaient sur des différences morphologiques parfois peu significatives ou jugées suffisantes pour créer de nouvelles espèces. De plus, la variabilité naturelle au sein d'une population, liée à l'âge, au sexe, à la pathologie ou à des particularités individuelles, peut conduire à la description erronée de multiples taxons distincts, alors qu'il s'agirait de simples variations intraspécifiques. Par exemple, un spécimen immature peut être considéré à tort comme appartenant à une espèce différente d'un adulte, ou encore un fossile fragmentaire peut être attribué à tort à une nouvelle espèce, faute de comparaison complète. Les progrès technologiques, comme l'analyse détaillée de l'histologie osseuse ou la modélisation 3D, permettent aujourd'hui une meilleure analyse des variations morphologiques et une plus grande rigueur dans la reconnaissance des espèces. Ces outils permettent aussi de réévaluer des classifications anciennes, conduisant parfois à la fusion de plusieurs taxons sous un même nom valide, ou inversement, à la reconnaissance d'une diversité plus grande qu'auparavant. Les débats concernant certains genres célèbres illustrent parfaitement cette problématique. Par exemple, le célèbre genre Triceratops a été longtemps sujet à controverse quant à savoir si certains spécimens apparentés appartenaient réellement à des espèces distinctes ou à des stades différents de croissance d'une même espèce. De même, la question de savoir si certains fossiles fragmentaires appartiennent au même taxon ou à des groupes apparentés mais différents alimente régulièrement la littérature scientifique. Les normes internationales de nomenclature offrent des règles strictes pour gérer ces ambiguïtés, mais leur application ne suffit pas toujours à éteindre les différends, surtout lorsque les données sont limitées ou ambiguës. La taxonomie devient alors un champ d'interprétation, d'hypothèses et de corrections successives qui illustre la nature dynamique et évolutive de la science. Cette complexité ne doit pas être perçue comme un frein, mais bien comme une manifestation de la richesse et de la vitalité de la recherche paléontologique. Elle reflète également le fait que la paléontologie est une discipline en constante évolution, où chaque nouvelle découverte peut remettre en question des acquis anciens et ouvrir la voie à une meilleure compréhension de la diversité et de l'histoire des dinosaures. Dans la section suivante, nous nous intéresserons à l'étude des tissus fossiles, notamment à l'histologie, discipline qui révèle, au-delà des formes extérieures, des informations précieuses sur la croissance et le vieillissement de ces animaux fascinants. L'étude des tissus fossiles constitue une fenêtre privilégiée sur la biologie des dinosaures, bien au-delà des formes externes que nous offrent les seuls os ou empreintes. Grâce à l'histologie, discipline qui analyse la microstructure des tissus, les chercheurs sont aujourd'hui capables de révéler des informations précises sur la croissance, la santé et même le vieillissement de ces animaux disparus depuis des millions d'années. L'histologie osseuse repose sur l'examen minutieux de fines coupes des os fossilisés, souvent observées au microscope, permettant de distinguer des détails invisibles à l'œil nu. Ces structures témoignent de la manière dont l'os s'est formé et remodelé au cours de la vie de l'animal. Par exemple, la présence de lignes de croissance similaires aux anneaux des arbres indique les phases plus ou moins rapides de croissance, les interruptions temporaires liées à des stress environnementaux ou physiologiques et aide à estimer l'âge de l'individu au moment de sa mort. Les histologues ont ainsi observé que, contrairement à une idée reçue de reptiles à croissance lente, certains dinosaures présentaient des rythmes de croissance remarquablement rapides, parfois comparables à ceux des oiseaux ou mammifères modernes. Cette découverte a contribué à réviser les hypothèses sur la physiologie des dinosaures, notamment en faveur d'une certaine forme d'endothermie partielle, une capacité à réguler leur température corporelle plus élevée que celle des reptiles contemporains. À partir des structures osseuses
il est aussi possible de reconnaître des signes de pathologies osseuses, de traumatismes ou d'infections, fournissant ainsi un aperçu de la santé et des difficultés rencontrées durant la vie. Certains os fossilisés présentent des traces de cicatrices, de fractures consolidées ou d'inflammations, révélant que les dinosaures effectuaient des efforts de guérison, ce qui témoigne d'un système immunitaire fonctionnel et d'un certain degré de mobilité, même après lésion. En étudiant des collections étendues de spécimens, l'histologie permet aussi de suivre la variation de croissance au sein d'une population, donnant des indices sur la durée du cycle vital, les périodes de maturité sexuelle et la longévité. Ces données paléobiologiques éclairent la manière dont ces animaux se reproduisaient, comment ils pouvaient survivre dans des environnements fluctuants et quelles étaient les contraintes écologiques qu'ils devaient affronter. Dans certains cas, la microstructure osseuse a permis d'identifier des phases de ralentissement ou d'arrêt de la croissance, liées à des conditions climatiques difficiles, à des famines ou à des stress démographiques. Ces marqueurs sont précieux pour reconstruire non seulement la biologie individuelle, mais aussi l'histoire des populations sur le long terme. Par ailleurs, au-delà de l'os, certains petits tissus exceptionnels comme des restes de peau minéralisés ou même des traces de plumes fossiles peuvent aussi être étudiés à l'échelle microscopique. Ces analyses apportent des informations sur la composition, la couleur et la structure des revêtements externes, complétant ainsi l'image de la physiologie générale et du comportement thermique de ces animaux. Les techniques modernes, telles que la microscopie électronique à balayage, la microtomographie ou encore l'analyse isotopique fine, enrichissent encore ces approches. Elles permettent d'explorer la composition chimique des tissus fossiles, révélant la présence de minéraux, de protéines fossilisées, voire d'autres biomolécules qui emportent l'empreinte de processus biologiques. Ces avancées rendent possible une véritable paléobiologie, où la croissance, le métabolisme, le vieillissement et les réponses aux agressions externes peuvent être étudiés de manière directe, au cœur même des vestiges issus du passé. Ce niveau de détail ouvre la perspective d'une compréhension beaucoup plus fine et nuancée des dinosaures, non comme de simples squelettes statiques, mais comme des êtres vivants ayant une histoire physiologique complexe. Cela apporte aussi des clés pour comprendre leurs adaptations aux environnements changeants du Mésozoïque, leurs succès évolutifs, mais aussi leur vulnérabilité, préparant le terrain pour les grands chamboulements écologiques qui ont suivi. Dans la prochaine partie, nous aborderons l'apport des isotopes stables, des marqueurs chimiques qui racontent encore d'autres aspects fascinants de la vie des dinosaures, notamment leur température corporelle, alimentation et modalités d'habitat. L'étude des isotopes stables représente aujourd'hui un outil précieux et innovant pour décrypter la vie des dinosaures, notamment leur température corporelle, leurs habitudes alimentaires et les environnements qu'ils habitaient. Ces analyses chimiques, réalisées sur des restes fossiles bien conservés, os, dents, œufs, parfois même tissus fossiles, permettent de révéler des détails qui échappent aux observations classiques, ouvrant ainsi une fenêtre chimique sur l'écologie invisible du passé. Les isotopes sont des variantes d'éléments chimiques qui diffèrent par leur nombre de neutrons et donc par leur masse. Certains isotopes, comme ceux de l'oxygène, O16 et O18, ou du carbone, C12 et C13, sont dits stables car ils ne se désintègrent pas avec le temps. Leur ratio dans un échantillon est influencé par des facteurs environnementaux et biologiques, ce qui en fait d'excellents traceurs naturels. Commençons par l'oxygène. Le rapport des isotopes O18, O16 dans les restes fossiles reflète notamment la température de l'eau dans laquelle vivait l'animal ou avec laquelle il était en contact, par exemple lors de la formation des tissus.
En analysant ces ratios dans les os ou les dents des dinosaures, les chercheurs peuvent estimer la température ambiante à leur époque, mais aussi, plus étonnant, leur propre température corporelle. Ainsi, les études isotopiques ont montré que certains dinosaures, notamment les théropodes, pouvaient maintenir une température stable, suggérant une forme d'endothermie, ou au moins une régulation thermique, contrairement aux reptiles strictement ectothermes d'aujourd'hui. Le carbone stable, quant à lui, renseigne sur l'alimentation. Le rapport entre C13 et C12 varie selon la végétation consommée par les herbivores, qui dépend du type de plante, C3 typique des zones tempérées ou C4 des zones plus chaudes et sèches. En étudiant la teneur isotopique dans les dents ou les os, il est possible de déduire quel type de plantes les dinosaures mangeaient et ainsi reconstruire plus finement leurs habitudes alimentaires et la composition de leur habitat. Les isotopes de strontium sont également utilisés pour tracer les mouvements géographiques des dinosaures. Leur signature chimique varie selon la composition géologique des sols où les animaux vivaient ou se nourrissaient. Des variations dans les ratios isotopiques de strontium au sein des mêmes individus, par exemple entre différentes dents formées à différents moments, révèlent des déplacements migratoires entre régions géochimiquement distinctes. D'autres éléments isotopiques, comme le calcium ou l'azote, apportent également des informations complémentaires sur la nutrition et la physiologie. Le rapport isotope d'azote, notamment, permet d'évaluer la position trophique du spécimen, c'est-à-dire sa place dans la chaîne alimentaire, distinguant végétariens, omnivores et carnivores. L'intégration de ces données isotopiques avec les informations paléo-environnementales acquises par d'autres disciplines, palynologie, stratigraphie, climatologie, permet de dresser un tableau plus complet de la vie des dinosaures, en reconstituant non seulement ce qu'ils mangeaient, mais aussi les conditions climatiques et géographiques dans lesquelles ils évoluaient. Même si ces techniques apportent un éclairage précieux, elles présentent aussi des limites qu'il faut bien prendre en compte. La fossilisation peut altérer la composition isotopique originelle des tissus, et il est parfois difficile de distinguer les signatures originales des modifications post-mortem. C'est pourquoi des protocoles rigoureux de contrôle et d'analyse sont essentiels pour garantir la fiabilité des résultats. En résumé, l'analyse des isotopes stables offre une véritable clé chimique pour sonder l'histoire méconnue de la physiologie, de l'écologie et des comportements migratoires des dinosaures. Cette démarche scientifique innovante nous rapproche un peu plus d'une reconstitution vivante et dynamique de ces fascinants animaux disparus. Au chapitre suivant, nous aborderons les apports et les limites de la phylogénie moléculaire pour retracer l'évolution des dinosaures, un domaine prometteur, mais aussi confronté à de nombreuses difficultés techniques et conceptuelles. La phylogénie moléculaire, une discipline qui consiste à analyser les séquences d'ADN ou d'autres molécules biologiques pour reconstituer les relations évolutives entre espèces, a profondément transformé la biologie moderne. Cependant, son application à la paléontologie des dinosaures reste un domaine émergent, jalonné à la fois d'opportunités fascinantes et d'obstacles techniques et conceptuels majeurs. L'un des principaux défis réside dans la nature même des fossiles de dinosaures. Contrairement à la plupart des organismes vivants étudiés par phylogénie moléculaire, les dinosaures ont vécu entre environ 230 et 66 millions d'années, ce qui dépasse de loin le temps durant lequel l'ADN reste stable et détectable. En effet, l'ADN se dégrade relativement rapidement après la mort, souvent au cours de centaines de milliers, voire quelques millions d'années, dans les conditions les plus favorables. Les chances de retrouver des séquences d'ADN intactes ou suffisamment préservées dans des fossiles de dinosaures sont donc extrêmement minces, voire nulles, au point que la majorité des experts
considèrent aujourd'hui que la récupération d'ADN direct de dinosaures non aviens est pratiquement impossible. Toutefois, un certain nombre de découvertes ont nourri l'espoir et la controverse. À partir de la fin des années 1990, des études ont rapporté la présence de fragments de protéines, notamment de collagène, extraits de fossiles de dinosaures exceptionnels. Ces protéines, plus durables que l'ADN, peuvent parfois être conservées dans des conditions favorables, notamment dans les zones minéralisées protégées de l'os. L'analyse de ces protéines ouvre un nouveau champ pour tenter de comprendre les relations évolutives des dinosaures à travers une phylogénie moléculaire protéomique. Le séquençage partiel de ces protéines permet de comparer les dinosaures avec les oiseaux modernes et les autres reptiles, renforçant la théorie selon laquelle les oiseaux sont les descendants directs d'un groupe de dinosaures théropodes. Cependant, ces analyses soulèvent plusieurs problèmes. La contamination, la dégradation et la possibilité de confusion avec des protéines d'origine microbienne ou issues de processus post-mortem compliquent l'interprétation. De plus, la quantité de données issues de ces fragments est souvent limitée, ce qui restreint la puissance phylogénétique des analyses. Au-delà des molécules préservées, la phylogénie moléculaire chez les dinosaures bénéficie indirectement des avancées réalisées chez leurs descendants actuels, les oiseaux, et chez d'autres reptiles. L'étude des génomes des oiseaux et des crocodiliens, leurs parents vivants les plus proches, permet de reconstruire des arbres phylogénétiques qui servent de référence pour interpréter les fossiles. L'intégration de données morphologiques, paléontologiques et moléculaires, présentes aujourd'hui dans des analyses dites Total Evidence, offre une synthèse puissante, enrichissant la classification et la compréhension de l'histoire évolutive des dinosaures. Cependant, cette approche demeure partielle, car elle dépend largement de données contemporaines. Le fossile, bien qu'essentiel, n'apporte souvent qu'une information morphologique, tandis que la phylogénie moléculaire repose sur des données biochimiques. Ce hiatus crée une fracture méthodologique difficile à dépasser. Les avancées futures dans l'extraction et l'analyse de biomolécules fossiles, telles que l'ADN environnemental ancien ou l'étude des lipides fossilisés, pourraient ouvrir de nouvelles portes, si elles surmontent les obstacles de la contamination et de la dégradation. Par ailleurs, les progrès en intelligence artificielle et en modélisation pourraient améliorer la manière dont les données combinées fossiles, morphologiques et moléculaires sont utilisées pour reconstruire les arbres de vie. En somme, la phylogénie moléculaire appliquée aux dinosaures se situe aujourd'hui à la croisée des espoirs et des limites. Elle enrichit la paléontologie traditionnelle en offrant un complément autrefois impensable, tout en soulignant les contraintes inhérentes à l'étude d'organismes aussi anciens. Cette double réalité incite à la prudence, tout en attisant la créativité scientifique, nourrissant une quête passionnante d'une compréhension toujours plus fine et complète de l'histoire des dinosaures. Dans la section suivante, nous explorerons un sujet étroitement lié: la question des dinosaures à plumes, les preuves accumulées, les lacunes et les débats passionnés autour de l'origine du vol, une thématique où la biologie moléculaire, la morphologie et la paléontologie se rencontrent intensément. L'une des découvertes les plus révolutionnaires et fascinantes de la paléontologie moderne concerne la présence de plumes chez certains dinosaures, une révélation qui a bouleversé notre compréhension de l'apparence, des comportements et de l'évolution des dinosaures. Cependant, malgré des preuves solides, plusieurs lacunes subsistent, et le débat sur l'origine même du vol demeure l'un des sujets les plus passionnés et complexes du domaine. Historiquement, l'idée que certains dinosaures possédaient des plumes ne faisait pas partie de la vision classique. Cette notion a commencé à émerger à la fin du XXe siècle, avec la découverte, en Chine, de fossiles exceptionnellement préservés.
notamment dans la formation de Liaoning, ou des thermopodes, un groupe de dinosaures carnivores, ont révélé des structures filamenteuses ressemblant à des protoplumes. Ces structures, délicates et souvent couleur sombre, étaient préservées avec suffisamment de détails pour démontrer qu'elles n'étaient pas simplement des dommages post-mortem ou des excroissances quelconques, mais bien des structures épidermiques semblables à celles des plumes modernes. Ces découvertes ont permis d'établir que les plumes n'étaient pas exclusivement une caractéristique des oiseaux modernes, qui sont aujourd'hui les seuls descendants vivants des dinosaures, mais qu'elles étaient aussi présentes chez plusieurs groupes de dinosaures théropodes. Ces plumes allaient du simple duvet primitif aux structures complexes, pouvant déjà servir à l'isolation thermique, à la communication visuelle, voire potentiellement au vol. Néanmoins, malgré ces preuves, des lacunes importantes subsistent. Tout d'abord, la fossilisation des plumes est un phénomène rare. Les tissus mous, comme les plumes, se décomposent rapidement et ne se conservent que dans des conditions exceptionnelles. La majorité des fossiles ne conservent que les os, empêchant de savoir si la totalité des dinosaures à plumes connus partageaient des caractéristiques similaires ou si ce trait était limité à certains clades. De plus, il est difficile de tracer une carte précise de l'apparition évolutive des plumes et de leur diversité fonctionnelle, car seules quelques lignées ont fourni des fossiles bien conservés. Le lien entre les structures filamenteuses primitives et les plumes modernes reste parfois sujet à interprétation, notamment sur l'organisation et la complexité des plumes primitives. Le débat le plus vif concerne cependant l'origine du vol. Plusieurs hypothèses s'affrontent. Le vol aurait-il émergé directement depuis des dinosaures terrestres, en volant du sol vers les arbres, hypothesis ground up, ou bien des animaux arboricoles auraient-ils d'abord plané avant d'atteindre un vol actif, hypothesis trees down? La morphologie des dinosaures à plumes fossilisées semble conforter l'idée de capacités locomotrices souvent très spécifiques, incluant le saut, la planification ou un vol rudimentaire. Des analyses biomécaniques suggèrent que certains petits théropodes à plumes, tels que Microraptor, possédaient plusieurs paires d'ailes, ce qui aurait pu favoriser un vol à trajectoire complexe, voire un saut plané entre les arbres. D'autres espèces auraient développé une musculature et une morphologie propices à un vol actif, lointain ancêtre des oiseaux. Cependant, certaines zones d'ombre persistent, notamment sur la manière dont ces dinosaures contrôlèrent le vol, la nature de leurs muscles pectoraux et leur capacité respiratoire adaptée au vol, et la vitesse à laquelle ces adaptations se sont développées. La transformation des plumes d'objets isolants ou sociaux en structures aérodynamiques efficaces reste un sujet d'investigation intense. Cette question de l'origine du vol ne concerne pas seulement l'anatomie, mais aussi la neurobiologie et le comportement, des domaines difficilement accessibles à travers le registre fossile. Néanmoins, l'étude comparative avec les oiseaux actuels et les analyses récentes en paléoneurologie apportent des indices précieux pour nourrir ce débat. Enfin, l'évolution des plumes et du vol illustre une fois de plus la complexité des trajectoires évolutives. Elle montre que les innovations biologiques peuvent émerger pour plusieurs fonctions simultanées: thermorégulation, communication, camouflage, avant d'être cooptées pour le vol. En somme, si la présence de plumes chez les dinosaures est aujourd'hui un fait établi et largement documenté, les mécanismes précis de leur évolution et le chemin vers le vol restent partiellement obscurs, nourrissant un débat scientifique riche en hypothèses et découvertes. Le chapitre suivant approfondira les innovations technologiques actuelles, telles que l'imagerie 3D, les analyses chimiques avancées et l'intelligence artificielle, qui révolutionnent l'étude des dinosaures en aidant à dépasser ces lacunes et à ouvrir de nouvelles perspectives.
Dans le domaine de la paléontologie des dinosaures, les avancées technologiques jouent un rôle central, ouvrant la voie à des découvertes et des analyses toujours plus précises et complètes. Parmi ces innovations, l'imagerie 3D, les analyses chimiques avancées et l'intelligence artificielle représentent des outils de pointe qui révolutionnent la manière dont les scientifiques explorent, interprètent et reconstituent l'histoire de ces fascinantes créatures disparues. L'imagerie 3D s'est imposée comme une véritable révolution. Grâce à des techniques comme la tomographie volumique aux rayons X, micro-CT, il est aujourd'hui possible de visualiser l'intérieur des fossiles sans les endommager. Ces images en 3 dimensions détaillées permettent d'examiner la structure interne des os, des dents, voire de tissus fossilisés, offrant une lecture approfondie des spécimens. Outre la préservation physique des fossiles, cette technologie autorise l'étude fine des pathologies, de la croissance osseuse et des systèmes vasculaires, mais aussi la reconstruction numérique des squelettes complets et même des postures. Par ailleurs, l'imagerie 3D facilite le partage des données entre chercheurs, avec la création de modèles numériques accessibles à distance, favorisant la collaboration internationale et les analyses comparatives approfondies. Elle sert aussi à concevoir des reconstitutions animées, enrichissant la vulgarisation scientifique et le lien avec le grand public. En parallèle, les analyses chimiques avancées apportent une nouvelle dimension à la paléontologie. Des méthodes telles que la spectrométrie de masse, la chromatographie ou la microscopie électronique permettent d'analyser la composition atomique et moléculaire des fossiles à l'échelle microscopique. Ces analyses révèlent la présence de protéines fossiles, des traces de pigments, des isotopes stables et même des biomolécules organiques ou des minéraux indicateurs d'environnement passé. Ces données chimiques éclairent des aspects cruciaux: les régimes alimentaires, la température corporelle, l'environnement climatique et même les colorations présumées des dinosaures. Par exemple, l'identification de pigments mélaniques dans des plumes fossiles a permis, pour la première fois, de restituer approximativement la couleur des dinosaures à plumes. Cela donne une image plus complète, presque vivante, de ces animaux, jusque-là cantonnés à des silhouettes osseuses, dépourvues de leurs attributs colorés et fonctionnels. Tous ces flux de données massifs et complexes nécessitent l'appui de l'intelligence artificielle, IA, une technologie au croisement de la paléontologie, de l'informatique et des sciences des données. L'IA intervient dans la reconnaissance automatique de formes, la segmentation assistée des fossiles en imagerie 3D, la classification taxonomique basée sur des critères morphologiques ou moléculaires, mais aussi dans la modélisation des comportements et des dynamiques évolutives. L'apprentissage automatique permet par exemple de détecter et corriger des erreurs dans les bases de données, d'explorer des corrélations invisibles à l'analyse humaine classique et même de prédire des caractéristiques de dinosaures dont les fossiles sont incomplets. Ces outils facilitent aussi la simulation d'écosystèmes anciens, l'analyse des déplacements migratoires probables et la reconstitution virtuelle d'interactions sociales. Cependant, ces innovations ne sont pas exemptes de défis. La qualité des données d'entrée, la validation des modèles et l'interprétation des résultats requièrent une collaboration étroite entre experts en paléontologie et spécialistes en informatique. De plus, l'IA ne remplace pas l'intuition et le savoir-faire des chercheurs humains, mais les complète. En résumé, l'intégration de l'imagerie 3D, des analyses chimiques fines et de l'intelligence artificielle constitue une formidable synergie technologique qui propulse l'étude des dinosaures vers de nouveaux horizons. Ces outils permettent de dépasser les limites traditionnelles du registre fossile, d'approfondir la compréhension de la biologie et de l'écologie des dinosaures
et d'ouvrir une fenêtre toujours plus claire sur le passé lointain de notre planète. Dans la prochaine section, nous analyserons les limites persistantes de ces données. Comment l'interprétation et les extrapolations comportent encore des risques et leurs conséquences pour la reconstitution globale et fidèle du monde des dinosaures. Malgré les incroyables progrès accomplis dans la compréhension des dinosaures grâce aux découvertes fossiles, aux avancées technologiques et aux analyses multidisciplinaires, les limites persistantes des données ne cessent de rappeler la prudence nécessaire dans l'interprétation et la reconstitution de ces êtres disparus. Ces limites traduisent l'essence même de la paléontologie, une science profondément ancrée dans l'incomplétude, où chaque découverte soulève autant de questions qu'elle apporte de réponses. L'une des premières sources de difficultés réside dans la nature fragmentaire et parcellaire des fossiles. La fossilisation est un phénomène rare et circonstanciel. Souvent, seuls des éléments isolés ou partiels sont exhumés, ce qui oblige les chercheurs à faire des extrapolations pour reconstituer la morphologie complète ou le comportement des dinosaures. Parfois, une mâchoire, une dent ou un fragment d'os servent de base pour décrire une nouvelle espèce. Mais cette extrapolation laisse place à des erreurs ou des malentendus, notamment lorsque la variation intraspécifique ou les anomalies pathologiques ne sont pas prises en compte. L'interprétation des fossiles peut donc être biaisée par ces lacunes, amenant à des reconstructions parfois fantaisistes ou trop schématiques. La question de l'échelle temporelle s'ajoute à ce problème. Un fossile représente un instant figé dans le temps, parfois exceptionnel. Mais il est difficile de saisir les dynamiques évolutives ou écologiques à partir d'instantanés dispersés. Cette discontinuité peut conduire à des interprétations erronées sur le mode de vie, la posture ou les comportements supposés des dinosaures. Par ailleurs, les extrapolations basées sur des analogies avec les animaux actuels, bien qu'utiles, comportent des risques. Les similitudes morphologiques ne garantissent pas toujours des comportements ou des physiologies équivalents. Le couplage entre morphologie et fonction peut varier significativement, et les dinosaures, avec leurs caractéristiques uniques, peuvent défier ces comparaisons modernes. Ces extrapolations doivent donc être envisagées comme des hypothèses toujours sujettes à validation ou réfutation. Les données issues des techniques avancées, telles que l'imagerie 3D, les analyses isotopiques ou les études histologiques, bien qu'extrêmement précieuses, ne sont pas exemptes de limites intrinsèques. La dégradation post-mortem, la contamination ou les modifications chimiques intervenues pendant la fossilisation peuvent altérer les données primaires. De plus, l'interprétation de ces résultats requiert une expertise transdisciplinaire et les modèles utilisés pour les analyser comportent eux-mêmes des marges d'incertitude. Ces limites ont des conséquences directes pour la reconstitution des dinosaures. Les représentations visuelles, aujourd'hui très répandues dans les médias et les musées, reposent souvent sur des combinaisons d'éléments factuels et d'hypothèses. Si elles participent à la diffusion de la connaissance et à la fascination qu'exercent ces animaux, elles peuvent aussi véhiculer des idées reçues ou erronées lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de la contextualisation scientifique adéquate. Plus encore, ces incertitudes influent sur la compréhension globale des dynamiques évolutives et écologiques. Des interprétations hasardeuses peuvent brouiller la connaissance des comportements, des adaptations et même de la place des dinosaures dans l'arbre du vivant. Elles imposent donc une démarche scientifique rigoureuse, ouverte à la remise en question constante et qui intègre la prise en compte explicite des marges d'erreur. Enfin, la prise de conscience des limites des données encourage également l'innovation méthodologique et la recherche de nouveaux outils
pour approcher le plus fidèlement possible la réalité passée. La collaboration internationale, la mutualisation des données et la convergence des approches expérimentales renforcent la capacité à surmonter ces limites. Ainsi, le domaine de la paléontologie des dinosaures est marqué par cet équilibre subtil entre la richesse des découvertes et les contraintes imposées par la nature même des archives fossiles. C'est ce qui fait aussi la beauté et la complexité de cette discipline, qui mêle rigueur scientifique et admiration devant un passé toujours partiellement voilé. Dans le dernier chapitre, nous verrons pourquoi ces questions ouvertes, loin d'être des freins, nourrissent la recherche et le rêve collectif autour des dinosaures, incarnant cette rencontre entre science, curiosité et imaginaire qui anime depuis toujours l'étude de ces géants disparus. Ainsi s'achève ce vaste parcours à travers les mystères, les découvertes et les défis qui façonnent la paléontologie des dinosaures. Mais loin d'être une conclusion définitive, ces questions ouvertes constituent au contraire le moteur essentiel qui alimente sans cesse la recherche scientifique et nourrit notre imaginaire collectif. Les dinosaures incarnent, depuis toujours, une fascination profonde pour les êtres d'un autre temps, des géants énigmatiques qui ont dominé la Terre pendant des centaines de millions d'années et dont la mémoire nous est transmise à travers des fragments fossiles parfois ténus. Chaque interrogation laissée sans réponse fait écho à un désir humain fondamental de comprendre notre planète, ses cycles, ses formes de vie passées et les dynamiques qui ont conduit à la biodiversité actuelle. Ces questionnements ouverts sont d'abord un appel à la curiosité scientifique. Ils poussent les chercheurs à multiplier les explorations sur tous les continents, à développer de nouvelles méthodes, à repenser sans cesse leurs hypothèses et à entretenir un dialogue permanent entre disciplines. La paléontologie devient ainsi un champ vivant, évolutif, où la remise en question est non seulement encouragée, mais nécessaire. Par ailleurs, l'incertitude stimule la créativité scientifique. Les modèles évolutifs, les simulations numériques, les reconstructions 3D, les analyses moléculaires et isotopiques ne cessent de repousser les frontières du savoir, apportant des éclairages inédits sur la physiologie, le comportement, l'écologie et même l'évolution des dinosaures. Ces outils modernes révèlent la complexité du monde mésozoïque et invitent à imaginer des histoires fascinantes à partir des traces enregistrées dans les roches. Ce dialogue entre science et imaginaire s'enracine aussi dans la culture populaire, où les dinosaures sont omniprésents. Films, musées, livres, jeux, nourrissant l'émerveillement et transmettant le goût de la découverte aux générations futures. La quête de réponses devient une aventure partagée, associant experts et passionnés autour d'un rêve commun, celui de redonner vie, ne serait-ce qu'intellectuellement, à ces créatures disparues. Mais au-delà du rêve, ces questions ouvertes traversent aussi des enjeux cruciaux pour notre époque. Comprendre les mécanismes d'adaptation, d'extinction, de résilience des dinosaures à des changements planétaires massifs résonne directement avec les défis contemporains posés par les changements climatiques et la perte de biodiversité. La paléontologie offre ainsi un miroir critique et une leçon d'histoire naturelle. En somme, c'est dans cette tension entre le connu et l'inconnu, entre certitudes rigoureuses et hypothèses audacieuses, que se niche la richesse de la paléontologie des dinosaures. Les questions encore ouvertes ne sont pas des lacunes, mais des invitations à explorer, à rêver, à repousser les limites du savoir avec humilité et passion. C'est ce vaste horizon d'incertitude et de découverte qui continue, depuis 2 siècles, à faire des dinosaures des emblèmes puissants de la science en mouvement et de l'émerveillement humain devant la vie. Ces formes infinies et ces histoires enfouies dans le temps. Un voyage sans fin où chaque pierre retournée
chaque fragment révélé, chaque idée nouvelle conjugue connaissance et poésie, mémoire et avenir.